Merci mesdames et messieurs de nous choisir chez vous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Décryptage sur Wabefo TV. Dans cette émission, j'ai le plaisir de recevoir Johnson Ishara. Il est cadre de LGD, un parti de l'opposition de Matata Pogno. Il est candidat, il a déposé sa candidature au niveau national pour représenter la ville de Goma. Avec lui, on va essayer un peu de parler des perspectives par rapport à ces élections, son engagement et tout ce qui va avec. Monsieur Johnson Ishara, bonjour. Bonjour. Et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Alors, vous avez déposé récemment votre candidature au compte de la ville de Goma, dont le parti politique LGD. Quelle est votre motivation et votre engagement jusqu'à ma motivation reste la même, mes engagements restent le même. Il faut savoir que par rapport à notre parcours, nous avons été plusieurs fois porte-parole du peuple. C'est comme ça que les camarades avaient l'habitude de nous appeler au travers les associations de jeunes, au travers la nouvelle société civile, au travers le mouvement citoyen, au travers le parlement de jeunes et beaucoup d'autres corporations. Et nous avons mené cette voix du peuple, bien entendu. Il faut savoir que avec tout le plaidoyer que nous étions en train de mener par rapport aux intérêts du peuple, à un moment, nous n'avions pas cette légitimité populaire au travers également ce qu'on appelle les immunités pour pouvoir mener ces combats. Et ça n'a pas été facile à tous les niveaux. C'est pourquoi j'ai sali ici le travail qui est fait par tous ces activistes de droits de l'homme. Parce que ça n'a jamais été facile dans un environnement aussi pollué sécuritairement comme le nôtre et continuer à parler, hausser la voix, dire tout haut ce que les autres disent tout bas, également pousser le contrôle du pouvoir exécutif où les gens ont transformé les antivaleurs en valeurs. Aujourd'hui, les détournements et la corruption, on commence à appeler ça rétrocommission, comme si c'était une valeur dans la classe politique. Et quand vous découragez cela, je dois aussi avouer que ce n'est pas facile. Donc, j'encourage moi tous les compagnons d'élite, tous les activistes qui continuent à mener ce combat, tous les activistes des droits de l'homme également, et que nous avons choisi qu'il était maintenant important d'être dans ce cercle-là, parce qu'en réalité, les cercles politiques, ce sont les gens qui sont en possession du pouvoir régalien pour pouvoir orienter également le peuple par rapport à leurs aspirations, par rapport aux projets qu'il faut mener au pays et par rapport au bien-être. Alors, s'il faut pousser avant tout les respects de notre Constitution pour que c'est à quoi nous avons adhéré en 2005 quand nous avons voté par référendum notre Constitution et que nous sommes passés aux premières élections en 2006, nous devons le faire respecter et les respecter nous-mêmes. Donc, ne pas le faire respecter, c'est trahir cette Constitution, c'est trahir également notre peuple. Alors, quel est le pouvoir qui a les mandats de pousser régulièrement au respect de notre Constitution, à part le pouvoir judiciaire qui a la capacité de gérer et de contrôler, de rendre la justice acquis de droit, mais nous avons également un pouvoir législatif qui a le monopole dans ce secteur-là de proposer les lois qui matérialisent les grandes propositions qui se trouvent dans la Constitution, qui est la loi des lois, la loi mère, la loi fondamentale d'un pays, et qu'ils ont également le pouvoir de contrôler l'exécutif qui porte le projet de la nation à mettre dans son exécution. Merci. Alors, si aujourd'hui il y a des secteurs dont ça tarde de décoller, c'est que il y a un problème au sein de la classe politique. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut que nous allions vers une rupture entre les antivaleurs et les valeurs qui doivent être prônées par une nouvelle classe politique. La voix que nous avons portée hier dans la société civile, nous sommes prêts à la porter maintenant en vertu des immunités qui nous seront attribuées si une fois notre peuple nous fait confiance au jour entendu par rapport aux échéances électorales dans notre pays. Malgré les problèmes que l'opposition conteste par rapport à ces élections, notamment les fichiers électoraux, Fayoulou, il a demandé que la CENI puisse revoir les fichiers parce qu'il y a 10 millions d'électeurs qui sont, je vais dire, des faux électeurs définitifs. Est-ce que l'opposition est prête à affronter ces élections, peu importe le moyen mis à la disposition? Bon, moi,
D'abord, ce que vous avez dit, ce que Fayoulou a dit, et moi j'ai respecté Et la bien grande son partie presque de opinion. l'opposition, les trois lignes. J'ai respecté bien l'opinion du candidat déclaré Fayoulou, bien qu'il a dit qu'il va pas déposer sa candidature, mais je rappelle ici que je ne suis pas son porte-parole, donc je me réserverai d'aborder cette question-là, et je vais parler ce qui nous engage, nous, en tant qu'LGD, parce que nous sommes conscients que face à un régime qui est en train de fonctionner, de la manière dont tout le monde est en train de voir, on ne peut pas croire qu'on va se faire des cadeaux dans cette politique. Et les gens qui sont souvent en perte de positionnement, ils peuvent imaginer et créer des bavures dans un processus pour trouver des esquisses. Alors, pour ne pas donner des esquisses au régime en place, nous avons dit, nous continuons à contrôler les processus en cours, mais également, nous allons déposer pour qu'on ne nous traite pas d'avoir fait un manquement à la loi. Et donc, nous, en tout cas, en harmonie avec... C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans la même logique avec Fayoulou, alors que vous êtes tous de l'opposition. Le LGD est dans la logique de LGD. Le LGD est en communion également avec son président national, le sénateur Matata, où nous nous sommes convenus que nous allons déposer comme la CENI l'a demandé, et nous l'avons fait. Alors, nous continuons à exiger qu'il y ait bien entendu l'audit de ces fichiers électoraux, parce qu'il y a à boire et à manger là-dedans. Nous regrettons que les institutions qui sont censées être indépendantes choisissent à un certain moment d'avancer et de jouer en faveur d'un camp, ce qui n'est pas tolérable. Et que nous ne sommes pas d'accord avec la politique de la chaise vide. Voilà pourquoi nous avons décidé d'accompagner le processus et que nous allons corriger le processus tout en avançant avec lui pour que ceux qui cherchent des esquisses à côté n'en trouvent pas quand nous serons absents. Voilà comment nous avons déposé, parce que nous croyons que les gens peuvent fomenter des choses, mais il y a seulement un seul virage où on ne peut jamais se tromper, c'est la volonté du peuple. Bien qu'on force les choses, mais quand cette volonté populaire va prendre une position, c'est celle-là qu'il faut respecter. Et c'est à ça que nous croyons au CDLGD. Bien qu'on peut tout faire, en tout cas tout faire, que ce soit pour bloquer les processus, que ce soit pour inventer des histoires, que ce soit pour bloquer la machine elle-même électorale, nous allons dire, on n'abandonne pas. On va rester campé et nous serons présents dans tous les débats pour que le peuple puisse choisir les dirigeants qui les méritent. Est-ce que vous serez d'accord d'aller aux élections sans une partie du territoire, notamment les territoires de Rutshuru et Massissi, qui sont jusque-là coincés parce qu'ils n'ont pas eu l'enrôlement jusque-là, et aussi Kwamouth? Est-ce qu'à 5 mois, vous croyez que la ville de Goma ou la province, disons qu'il y aura un gouverneur civil élu, s'il y aura peut-être un problème de députés provinciaux, et là, il y aura aussi un problème d'une assemblée provinciale? Alors, vous vous rappellerez que la CENI avait invité les candidats présidents de l'opposition, et le président de la CENI, Kadima lui-même, a échangé avec les consortiums de l'opposition, et il a avoué noir sur blanc qu'il n'y a aucun schéma qui est prévu par la CENI de pouvoir organiser ces élections de 2023 sans les territoires cités. Et nous avons créé en ça. Et le schéma qui a été mis sur la table, c'était de dire, c'est vrai qu'à un moment, les territoires, il y avait pas enrôlement. Je pense que à un certain moment, on peut comprendre pourquoi. Parce que dans une zone contrôlée par les rebelles aujourd'hui, on ne pouvait pas, à un certain niveau, croire que ceux qui seront enrôlés sont effectivement les habitants de ces coins. Connaissant bien que la guerre du 1-23, c'est une guerre entretenue par le Rwanda. Donc, il y a eu ces niveaux-là. Mais ils ont dit que dans la démarche et dans le pourparler avec le gouvernement, en tout cas, il faudrait qu'on mette en place un mécanisme qui va permettre à la CENI d'aller enrôler ces gens-là. Et que nous gardons encore. C'est pourquoi nous vous avons dit, il y a certains combats politiques qu'il ne faudrait pas mener en dehors. Il faut le mener à l'intérieur. Alors, nous, on va rester comme partie prenante déjà au processus, de pousser la CENI et de demander au gouvernement de nous amener vers la matérialisation de ces schémas-là, où ils nous ont inventé une possibilité d'enrôler les habitants de Massissi et de Rutshuru par ce qu'ils vont appeler enrôlement précoce, ce qui veut dire que si cet enrôlement allait prendre 1 mois, ils sont en mesure de le faire dans 1 semaine. Et les schémas qu'ils ont exposés, c'est de dire, au lieu de déployer par exemple
10 bureaux, on peut multiplier ça par 3 ou par 4 pour contenir toute la population. Sachant que toutes les machines, enfin, sont maintenant disponibles. Donc, on ne va pas dire qu'il n'y a pas de kits pour la C'est-à-dire, vous croyez que c'est possible? Moi, je ne suis pas du tout, je n'ai jamais été pessimiste. Je suis optimiste parce que je ne vois pas une raison pour laquelle la CENI et Kadima lui-même, c'est qu'au départ, il a été contesté. Et je ne vois pas encore pour quelle raison, malgré sa contestation à la présidence, il peut nous amener dans un chaos électoral. Parce que amener le pays vers une élection sans Rutshuru, sans Masisi et sans Kwamouf, on sera en train de nous amener vers un chaos électoral et qu'on ne le souhaite pas. Nous préférons que la machine s'accélère vite. Alors, sur le dossier sécuritaire, je pense qu'il faut le gouvernement amorce le plus vite des voies et moyens pour nous permettre de nous décrire comment ça va se passer. Merci. Et nous adhérons à cette hypothèse. On doit aller aux élections avec Masisi, avec Rutshuru et avec Kwamouf. Et le CLC a récemment recommandé un dialogue pour la sortie des crises. Toutes les crises que vous connaissez, politiques et sécuritaires. Est-ce que de votre côté, vous vous inscrivez en vrai ou en faux sur ces schémas du dialogue avant les élections ou peut-être, je sais pas, ça sera quel schéma? Ça sera après ou avant? Bon, en réalité, je pense qu'on devrait éviter des interprétations désorientées de la proposition du CLC. Je ne vais pas m'inscrire dans l'esprit de leur déclaration, mais moi je pense, en tant qu'homme d'État, les dialogues des parties prenantes pour un processus électoral, ce dialogue, il doit être périn. Il ne doit pas être interrompu. Et je pense que c'est dans ces cadres-là que les CLC a recommandé que cette interruption du dialogue devrait connaître sa fin pour que le dialogue continue. Le dialogue, en fait, c'est quoi? C'est de se dire, ce sont les questions là que je vous ai dit. Le gouvernement doit être à mesure de rassurer l'opposition. Ce dialogue, c'est intempestif pour le moment, parce que vu les temps qui restent pour organiser les élections. Non, ça ne peut pas. D'habitude, c'est toujours le partage du poste, comme on l'a vu en 2018. Ça, c'est un autre débat. Et dans lequel, moi, je ne voulais pas aller, parce qu'en réalité, la Constitution avait tout prévu. Nulle part, on a dit, si vous n'êtes pas en mesure d'organiser les élections, allez au dialogue. Ça, ce n'est pas prévu dans la Constitution. Et que nous sommes des légalistes. Donc, nous pensons tout simplement que les dialogues qui peuvent être envisagés, c'est de dire, par exemple, aujourd'hui, il y a des acharnements contre les opposants. Il n'est pas interdit pour que dans ces dialogues-là, que les gens se disent en se regardant dans les yeux, pourquoi vous vous acharnez contre les autres? Ce n'est pas pour bloquer un processus, parce que c'est la CENI qui accompagne. Le pouvoir s'acharne contre les opposants. Oui, mais ça, même un enfant de 3 ans peut le voir. Et donc, si il faut mettre fin à ces acharnements, ça doit être à l'issue d'un dialogue. S'il faut qu'on nous dise comment on va sécuriser Masisi et Rutshuru et Kwamout pour que les peuples soient rassurés que la CENI cette fois-ci, on ne va pas retrouver les machines de la CENI dans les mains des députés de l'Union sacrée, ça doit se faire dans un dialogue. Si il faut qu'on comprenne également que la CENI s'est plaint matin, midi et soir, que le budget n'est pas décaissé dans sa globalité et que ça risque de poser problème au fonctionnement. Bon, mais il faut que également l'Union sacrée dise à l'opposition qu'est-ce qui bloque, parce que quand on nous parle d'un budget de 15 milliards, le gouvernement ne soit pas en mesure de décaisser. Mais le gouvernement jusque-là n'a pas dit qu'il ne sera pas à mesure, il a dit qu'il va donner le moyen. Non, mais aussi. Le problème, ça aussi il faut le comprendre, monsieur le journaliste. Quand il y a un plan budgétaire, quand il y a un plan d'activité, les décaissements ne doivent pas dépendre que de la bonne volonté de celui qui a la signature. Non, c'est constitutionnel. Quand la machine électorale vous dit nous avons besoin de ça, pour éviter tout débat, mettez tout ce que il faut assez. Non, n'attendez pas maintenant qu'on commence à vous, je ne sais pas, à vous dorloter ou à vous supplier. Parce que ces fonds-là ne sont pas le fonds de M. Kazadi. Parce que le débat, c'est ça. Les fonds ne sont pas de M. Kazadi. Cet argent-là, c'est l'argent qui vient de main des contribuables congolais. Donc, c'est moi et vous. Quand nous payons les mégas, quand nous payons les unités, quand nous achetons des tomates, voilà l'argent, en mettant ensemble du peuple congolais, qu'on retrouve dans la caisse de l'État, les recettes aujourd'hui. Alors quand la CENI dit, nous avons besoin de ça pour organiser les élections, et puis en réalité, ce qu'il faut savoir,
le fonds qui doit être destiné à la CENI, ce n'est pas seulement aujourd'hui qu'on devrait commencer. Mais jusque-là, la CENI ne se plaint pas négativement. Bon, peut-être si vous n'avez pas les mêmes informations, mais la CENI s'est plaint plusieurs fois. Mais elle a rassuré récemment. Pas encore, oui, même 40% de son budget. Lors d'une interview à la radio Capi, le président a rassuré que le gouvernement a décaissé 200 millions de dollars la semaine dernière. Nous et que ça va venir au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'elle n'est pas pressée. C'est pourquoi je vous ai dit, en termes de dialogue, ce sont des questions pareilles sur lesquelles on se met d'accord. Et que les gens évitent de spéculer sur des dialogues qui peuvent avoir lieu. Pour nous, en tant que légalistes, en tant qu'hommes d'État, nous savons que le dialogue entre les acteurs politiques doit se poursuivre. Les dialogues entre les institutions pour le bon fonctionnement dans le pays doit se poursuivre. Et donc, il n'est pas question ici de penser au partage du gâteau, parce que nous ne nous inscrivons pas dans ces schémas-là. La Constitution avait tout prévu, avait prévu également qu'après 5 ans, les élections doivent être organisées, et c'est sur cette voie-là que nous sommes. Merci beaucoup. On va parler un peu de votre candidature. Est-ce que Johnson Richard va faire face à toute cette marmaille de candidats et tout? La Seigneur, ils sont 40 par circonscription. Quel sera votre cheval de bataille pour remporter et représenter les peuples au niveau national? Et quels sont les antivaleurs auxquels vous allez vous battre plus, qui concernent surtout la ville de Goma? Récemment, vous avez parlé d'ailleurs des problèmes liés à l'eau potable. Oui, je pense dans que 3 secondes, 3 minutes plutôt. Le premier élément motivateur, d'abord quand on se lance dans une bataille, il faut jamais penser qu'on n'est pas mesure. Je suis là parce que je crois à notre peuple qui nous a toujours soutenus depuis très longtemps. Et aujourd'hui, je vais vous dire, c'est avec beaucoup de consultations même populaires que nous avons fini par déposer notre candidature. Et à un moment, l'opinion était partagée. Est-ce que Johnson va aller au niveau de la province? Est-ce que Johnson va aller au niveau national? Et c'est ces mêmes consultations populaires qui nous ont poussés, après évaluation, à maintenir notre candidature à la députation nationale. Vous vous rappellerez que quand je suis passé dans cette émission, j'avais des difficultés à répondre si je serais candidat à la députation nationale ou provinciale. Parce que les consultations étaient en cours. Et je pense également que dans des pays qui se respectent, dans le pays des hommes normaux, quelqu'un ne doit pas seulement se réveiller pour aller déposer sa candidature. Il y a des préalables. Et voilà pourquoi, en harmonie avec tous ceux qui croient que nous pouvons bien porter la voix de notre peuple, nous a demandé d'aller mener ces combats à l'hémicycle au niveau national. Alors, nous savons également que ces combats-là ne sera pas facile. Parce que si c'était facile, je n'allais pas m'y mettre. Parce que je n'aime pas aussi des combats faciles. Alors, les enjeux sont là. Nous sommes dans l'opposition, c'est-à-dire nous n'avons pas adhéré au schéma que l'Union sacrée a présenté au pays. Et le schéma qui est en train de nous mettre dans une insécurité totale, dans une instabilité économique totale, dans un climat social chaotique. Nous n'avons pas souscrit à ça. Nous avons pensé plutôt qu'il faut que nous allions vers un renouveau de la classe politique. C'est-à-dire, il y a des schémas envisageables. 30 secondes, Le premier schéma, si la classe politique en place n'arrive pas à répondre aux desiderata d'un peuple, il y a toujours des alternatives. La première, soit la même classe arrive à confesser, c'est-à-dire arrive à changer carrément, radicalement pour dire désormais, nous allons nous battre pour l'intérêt du peuple, et ne pas pour le 21 000, et ne pas pour le véhicule pour chaque député, et ne pas pour aller à Kinshasa et disparaître. Nous allons nous battre. Et ça doit se voir maintenant dans un changement radical des actions posées par le même acteur politique. Alors, le deuxième schéma, c'est lorsque maintenant, et même les acteurs politiques n'arrivent pas à le comprendre, il se crée une autre génération, constituée des nouveaux sans chaud, la jeunesse, ou les acteurs seulement qui n'étaient pas là et qui sont prêts à venir repeindre cette classe politique. Et c'est la deuxième alternative souvent qui est recommandée face à une situation très chaotique comme ça. Et c'est à ça que moi je crois aujourd'hui, le Congo a besoin d'une nouvelle classe politique qui doit parler au Congo. Le Congo a besoin d'une nouvelle classe politique qui va prendre tout le problème et le mettre sur la table et statuer sur ça. Et vous avez parlé du problème de l'eau et de l'électricité parce qu'on ne comprend pas. Pourquoi la ville de Goma aujourd'hui peut continuer à souffrir de manque d'eau, sachant que nous avons un lac Kivu ici, qui nous a été donné par les tout-puissants,
mais que nous n'arrivons pas seulement à amener dans nos maisons pour en avoir. On ne comprend pas pourquoi. Par exemple, quand vous prenez même la communication locale, le Congo, c'est le pays ayant la tarification la plus élevée au monde en termes de communication téléphonique. Est-ce que vous le savez? Merci beaucoup. Ça, on va en parler la prochaine. Voilà. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Oui. Et nous, notre cheval de bataille va rester d'abord la question sécuritaire, la question également de l'économie au sein du pays en général, parce que nous comprenons qu'il y a des agrégats économiques qu'il faut bouger, il faut secouer. Oui. La question de l'éducation, parce que ça, c'est la question la plus cruciale et transversale d'un pays qui se veut être un pays développé. Merci beaucoup, Monsieur Johnson Ishara. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. J'ai eu le plaisir de recevoir Johnson Ishara. Il est cadre du LGD. Il a déposé sa candidature au niveau national en ville de Goma. Madame, messieurs, je vous fixe notre rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.